Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste. Alors, j'espère que dans le courant de ce numéro, vous n'entendrez pas trop, tout de même, que vous n'entendrez pas aboyer, hurler, se tordre de douleur, ce pauvre chien du voisinage. Oui, on laisse le chien des nuits, des journées entières livré à lui-même. Je leur ai déjà fait remarquer une fois, notez, mais ils ont directement pris ça, à ce que j'ai pu comprendre, comme une attaque personnelle, une attaque à leur encontre. Ça ne leur est manifestement pas même venu à l'esprit, entendez, la question du bien-être de leur animal. Alors je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas mon style, je ne suis pas une balance, hein, en référé aux autorités compétentes. Dites-moi, ce que je dois faire. Des fois, je me dis: «Le chien, il va en crever, ils vont rentrer un jour et trouver le clébard crevé» et je présume qu'alors, on aura le front de venir me reprocher, de venir m'accuser moi de non-assistance à personne, à clébard en danger. Je ne sais pas, dites-moi ce que je dois faire. Voilà. Alors, dans le courant de ce numéro, la plus grande partie de ce numéro sera consacrée nous y sommes cette semaine et comme je vous l'ai annoncé, nous y reviendrons à plusieurs reprises dans le courant 25. Cette semaine, nous y sommes. C'était le 14 février 1925, il y a 100 ans. Cette semaine disparaissait. Si vous êtes de Bordeaux, un des plus fameux Bordelais ayant jamais existé, il y a 100 ans, s'éteignait monsieur Jacques Rivière. Et le premier fragment de texte de Jacques Rivière que vous entendrez dans ce funeste, ça va me permettre de vous signaler au moins une nouveauté. Si vous êtes toujours à la recherche pour acquérir un beau livre, le cas échéant l'offrir, de même que je vous ai signalé il n'y a pas longtemps l'arrivée d'Andersen dans la bibliothèque de la Pléiade, eh bien le même jour, c'est prévu pour le 20 mars, le même jour, sortira dans la même collection les 3 villes, la trilogie, le cycle des 3 villes d'Émile Zola, rédigé par Émile entre 1893 et 1898, dans l'ordre, pour la trilogie Lourdes, Rome, Paris, le 20 mars, en Pléiade. Je ne sais plus qui, oui, et c'est parce que le 1er texte de Rivière, le premier fragment, traitera de ce peintre dont Jacques Rivière avait fait la découverte à l'âge de 18 ans et qu'il aimera toujours beaucoup, Cézanne. Cézanne, c'est bien connu, ami de jeunesse d'Émile Zola. Les 3 villes, oui, je disais les 3 villes, je ne sais plus qui m'avait confié, je ne suis plus en mesure de dire qui m'avait confié, pardon, avoir dû lire ça à l'école secondaire, dans le cadre scolaire, oui, et il y eut un temps où j'aurais été assez curieux de faire la connaissance de l'enseignante ou de l'enseignant et je n'aurais pas manqué, oui, à cette époque-là, je n'aurais pas manqué de lui faire remarquer, oui, pas de meilleur moyen pour ce qui est pour la vie, là, franchement, pour la vie des livres, de la littérature et de tout ce qui tourne autour, pour vous en dégoûter. Absolument pas de meilleur moyen, hein. J'entends à cet âge-là et à l'école, hein, j'entends à cet âge-là et dans un cadre scolaire, bien sûr. Oui, les 3 villes, je suis allé refeuilleter un peu avant d'enregistrer ce numéro. Je dois dire qu'on nage là-dedans, on nage dans de la haute tension. Ça fait trop, ça remonte trop loin. Il faut que, je fasse une relecture dans le courant de cette année pour revenir, je l'espère, vous en parler mieux. Aujourd'hui, si ça vous arrange, on va se contenter de 2 points. Dans un premier temps, vous donner au besoin, je dis bien au besoin, quelques repères autour de cette trilogie et principalement de son volume inaugural. Lourdes, édité pour la première fois le 25 juillet 1894, pardonnez-moi. 1894, après avoir été prépublié en feuilleton dans l'organe de presse, le Gil Blas. Lourdes, oui, et dans un deuxième temps, j'aimerais vous faire part, si ça vous dit, toujours, de nous suivre,
vous faire part d'une remarque toute perso par rapport à une réaction de Léon Bloy sur le fameux paragraphe final, de Lourdes. Oui, Lourdes, c'est le bouquin qui a valu à Émile sa mise à l'index. Non seulement ce livre-là, mais dans la foulée tous les autres, hein, tous ceux qu'il avait déjà publiés, tout ce qu'il avait déjà publié, sa mise à l'index par les autorités de l'Église catholique. Et je me dis, mine de rien, que ce serait peut-être bien de rapporter qu'il investiguait toujours beaucoup, c'est bien connu aussi, il investiguait toujours beaucoup, avant d'écrire ses romans, ses fameuses méthodes d'enquête, d'investigation. Et lorsqu'il se rend là-bas, dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes, en 1891 déjà, nous sommes 13 ans après le décès de, oui, 12 ou 13 ans après le décès de Bernadette Soubirous et 33 ans après les 18 apparitions qui lui sont attribuées, les 18 apparitions recensées de l'année 1858. Et tous les témoignages sont unanimes. Bon, pour lui, dans sa tête, c'est clair, hein, ce qu'il se dit. Sa réaction, dans sa tête, c'est clair, il assiste au spectacle d'une humanité de croyants hallucinés, il n'en revient pas, il n'arrive pas à se faire à l'idée comment c'est encore possible, comment ça peut encore exister, comment nous pouvons encore en être là au siècle de la science moderne. Mais sa tenue, j'entends, hein, tous les témoignages sont unanimes et il y a aussi des dessins, des gravures qui ont été publiés dans la presse de l'époque où on le voit. Hem, dans sa tenue, toujours, le couvre-chef ôté lorsqu'il visite le site de ce qui est devenu lieu de pèlerinage. À aucun moment on ne l'a vu, ne serait-ce que sourciller, grimacer, moins encore émettre quelques remarques désapprobatrice, absolument pas, hein, tous les témoins sont unanimes pour ça, sa tenue, fut impeccable. Alors c'est le livre de Zola qui, outre de lui avoir valu cette mise à l'index, ce sera l'un des plus gros succès d'édition en littérature française, le troisième plus gros succès de vente, de sa carrière, de sa production à lui, à Zola. Rapporte-t-on encore? Oui, Lourdes, j'aimerais rapporter encore que il faut bien se dire que ce clivage, voilà, oui, je voulais parler de ce clivage en France à partir d'une époque, entre les Antilles et les pros-Zola, ça n'a pas commencé à partir de l'époque de l'affaire Dreyfus. Mettons que l'affaire Dreyfus, il y a eu une accélération pour ce qui était de l'encensement aussi bien que de la détestation, hein, si on songe à certaines images, je pense que, c'est dans le film Le Juge et l'assassin de Tavernier, lorsqu'ils vont rassembler tous les bouquins de Zola qui les ont achetés, ils font, de grands feux de joie. On en est carrément aux autodafés. C'est clair qu'il y a eu une accélération dans la détestation pour sûr, mais ce clivage, il existait, tout de même déjà avant. Il faut se dire que il y a eu, successivement l'achèvement du cycle des Rougon-Macquart et la publication immédiatement après, de Lourdes. Ça a généré comme oui, il y a eu comme double acné, la réaction d'ordre religieux, la réaction d'ordre clérical, mais aussi acné par rapport à un sentiment d'exaspération, heu, pour sa façon d'envisager, son naturalisme, sa façon d'écrire, sa façon d'envisager la littérature. Et là, dites-vous bien, dans différents cénacles, hein, et dans des milieux où l'on trouvait aussi bien, je me contenterai d'en citer un seul, hein, comme dans le monde artistique et qu'animait alors un Joséphin Péladan, où on trouvait aussi bien des croyants que des non-croyants.
Mmh, Félicien Rops, oui, aussi bien des croyants que des non-croyants. Eh bien, voici des gens qui, à partir d'une époque tout de même, avaient pris l'habitude de faire d'Émile, leur tête de turc. Émile rassemblait, oui, c'est quelqu'un qui rassemblait autour de lui, qui permettait, qui symbolisait vraiment tout, ce qu'ils avaient en horreur sur le plan artistique et esthétique. Je pourrais vous montrer, là, pour illustration, j'aurais pu vous montrer cette fameuse tête tranchée quand Péladan avait carrément réclamé et manifestement obtenu la tête de Zola sur un plateau. Hein, cette image, où on voit la tête, en gorgone avec toutes ces tout oui, ça pend de partout, tentacules et consorts, absolument une vision absolument abominable de la tête tranchée d'Émile sur un plateau. Oui, ça comment oui, ce clivage pro et anti-Zola a commencé tout de même quelques années. Avant l'affaire Dreyfus et la publication de J'accuse, voilà, en ce qui concerne Lourdes, quelques repères. Et pour la remarque, la remarque, cette remarque perso que j'aimerais vous transmettre, renvoyer à votre plus entière appréciation, remarque perso sur la réaction de Léon Bloy, quant au final de Lourdes. Vous allez l'entendre dans quelques instants, le paragraphe final du volume inaugural, des Trois Villes. C'est un texte assez célèbre auquel, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait réagi d'une façon assez lapidaire. Léon, Léon Bloy, un adjectif, oui, un simple adjectif qualificatif, vous allez entendre aussi, vous allez voir même un simple adjectif qualificatif et ce point d'exclamation. Et la remarque que je souhaite renvoyer à votre appréciation, c'est que j'ai toujours été assez frappé. Zola, somme toute Zola, qu'on a désigné comme l'anti-foi, je l'ai très souvent entendu désigner comme ça, l'incarnation en tant qu'écrivain de l'anti-foi, de l'anti-chrétien, de l'anti-religion qui, somme toute, en invoquant la raison et je ne chercherai pas je ne cherche pas à savoir ici, s'il faut lui reprocher, comme le fait Léon Bloy, de commettre le péché de s'identifier, lui, sur le coup, Zola a la raison. Je ne chercherai pas, mais en invoquant la raison, Zola, l'anti-foi, l'anti-catho, tout ce que vous voulez dans ce sens, qui tente à déplorer que, petite parenthèse, je ne connais pas bien la vie de Bernadette Soubirous, hein. Il faudrait que, ce serait peut-être une bonne idée de lire un livre favorable et un livre défavorable sur elle. Je ne sais pas non plus s'il existe un ouvrage qu'on pourrait, à proprement parler, qualifier d'objectif à son sujet. Ce serait une bonne idée pour me forger une opinion, pour sûr. Je tiens bien à préciser encore que je ne connais pas très bien la vie de Bernadette Soubirous. Je ne suis pas certain que ce soit le plus important par rapport à ce que j'aimerais, humblement, tout à fait humblement vous transmettre. On a Zola l'anti-foi, l'anti-catho qui tente à déplorer que Bernadette, au final, n'aura pas eu une existence caractéristique de oui, on me contredira difficilement. Je crois qu'on associera volontiers à une morale assez prisée, par l'Église catholique, à une morale de vie traditionnelle, au déroulement d'une vie cadrant assez bien avec cette morale traditionnelle, plutôt à laquelle l'Église catholique a toujours été favorable. Voilà, Zola, déplore la chose, tandis que le catholique intolérant, c'était l'une des façons de le désigner. Lui, notre catholique intolérant, Léon Bloy, par sa façon de réagir, nous fait comprendre que, bon, une existence comme ça, une existence sans ça, triste ou qu'on peut trouver triste, mais une existence comme ça,
Après tout, pourquoi pas? Et là, c'est du féminisme, je ne crois pas, j'en sais rien, mais je ne cherche pas à savoir, ça m'intéresse pas du tout de dire qui de Zola ou de Blois était le plus, dans le vrai, hein, et je ne cherche absolument pas à débattre du bien-fondé des attaques portées dans son livre. Oui, un livre qui traite très peu, je dois dire, de l'affaire du capitaine Dreyfus, mais son pamphlet anti-Zola, Léon, il l'avait intitulé «Je m'accuse», ça s'appelait comme ça. «Je m'accuse», publié quelques années après l'achèvement des 3 villes. C'était l'époque où Émile taffait sur, son dernier cycle, celui des 4 évangiles. Bon oui, il avait appelé son pamphlet «Je m'accuse», donc je ne cherche absolument pas, en dehors de cette simple remarque que je souhaite formuler, je ne cherche absolument pas à débattre du bien-fondé des attaques bloyennes contre Zola. Mais je dois dire que sur ce point, hein, sur ce que nous avons dit, hein, ben, pourquoi pas une vie sans ça? Pourquoi pas? Et c'est Blois qui va dans ce sens, et je dois dire que sur ce point, ma sympathie, elle est plutôt toujours allée du côté de Léon. Alors je vais vous lire, vous allez entendre, ou le cas échéant, réentendre ce fameux paragraphe final de Lourdes. Oui, oui, ça a ébranlé comme notre écran pas mal de monde en son temps. Ah, tristes hommes! Ah, tristes hommes, pauvre humanité malade, affamée d'illusions qui, dans la lassitude de ce siècle finissant, éperdue et meurtrie d'avoir acquis goulûment trop de science, se croient abandonnés des médecins de l'âme et du corps, en grand danger de succomber au mal incurable, et retournent en arrière et demandent le miracle de sa guérison aux lourdes mystiques d'un passé mort à jamais. Là-bas, Bernadette, le nouveau Messie, et la souffrance si touchante dans sa réalité humaine, et la leçon terrible, l'holocauste retranché du monde, la victime condamnée à l'abandon, à la solitude et à la mort, frappée de la déchéance, de n'avoir pas été femme ni épouse, de ne pas avoir été femme ni épouse ni mère, parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Et Léon Blois, dans son bouquin, permettait, dans édition d'époque, de Je m'accuse. Voilà comment, oui, vous avez Je m'accuse, et ça vient après la lamentation de l'épée. Il faudra qu'on en reparle de cette lamentation aussi un jour. Et Léon Blois devant les cochons. C'est dans ce volume édité au Mercure de France, toutes les références pour les bouquins, comme d'hab, en partie description. Alors, sa réponse, oui, là, il reproduit, vous allez voir, il reproduit le texte de Zola et comment il répond. J'espère que ça apparaîtra bien. Je fais de mon mieux. Crétin, oui, crétin. Frappé de la déchéance de n'avoir pas été femme, ni épouse, ni mère, parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Crétin. Voilà. Léon Blois, dans Je m'accuse, vous allez me dire, il n'était pas obligé de l'insulter, Émile, mais si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu Léon Blois, c'était sa spécialité d'insulter les gens, de styliser ses insultes, hein. C'était un champion en la matière. Alors Cézanne, maintenant on revient à Jacques Rivière. Je me suis dit, pour ouvrir le feu avec Jacques Rivière, vous donner un aperçu de son écriture à lui, à Jacques, ça m'est apparu comme un très bon choix d'aller dans son recueil Études. Alors il est posé où, Études? Vous me connaissez, ça va pas. Voici, oui, je vous le montre aussi, tant qu'à faire.
Jacques Rivière études, et vous trouvez des textes sur Baudelaire, sur Claudel, Gide, Rameau, Bach, Franck, Wagner, Moussorgsky, Debussy, Ingres, Cézanne, Gauguin, des écrivains, des compositeurs, des artistes. C'est superbement varié. Déjà, oui, je vous dis, pour ouvrir le feu, avec l'écriture de Jacques Rivière, études, mon édition NRF de 1936. Il faut être assez motivé. Pour écouter ce texte, je vais vous le lire tout à mon aise. N'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière au besoin. Oui, ça peut changer, oui, vos habitudes de lecture. Cézanne. Cézanne n'était pas le maladroit sublime que tente à nous représenter une certaine légende. Ces aquarelles révèlent au contraire une habileté si vertigineuse que seule peut être l'égale la virtuosité des Japonais. Sur la feuille blanche, toute l'ossature d'un paysage s'indique par quelques touches colorées, d'une exactitude telle qu'elle fait parler les vides intermédiaires, arrache au silence de chacun une signification. Quand Cézanne peint à l'huile, sa main tressaille de la même adresse, mais il la contient. Il se méfie, il redoute de se substituer à sa sincérité. Il impose à son pinceau une lenteur fidèle. L'application le possède comme une passion, il se penche dévotement. Il se tait pour mieux voir, il emprisonne la forme qu'il copie dans le cercle de son attention, et comme elle bouge, il respire mal, tant qu'il ne l'a pas captée. À chaque instant, le trait veut bondir, s'abandonner à son élan, mais Cézanne le ramène avec entêtement, l'oblige à se maintenir acharné. Ainsi, si l'on croit voir en cette peinture des hésitations, elle ne signale pas l'impuissance d'une main trop pesante et trop mal exercée pour suivre avec précision le contour des objets, mais uniquement le scrupule d'une patience, une patience occupée sans cesse à modérer les écarts d'une dextérité trop frémissante. Jamais rien pour le spectateur. Cézanne n'invite pas le regard, il ne fait pas signe. Il ne s'adresse pas, il peint en solitude, et ne se soucie pas qu'on s'intéresse aux images qu'il fabrique dans la peine et dans l'adoration. Il n'a affaire qu'aux choses et n'a d'autre inquiétude que de les lire comme il faut. D'elle, son amour est si violent qu'il tremble de respect. Il est frappé de vénération devant elle et s'est tenu par une modestie brûlante qu'il travaille à les représenter. De là, cette sévérité si émouvante, sévérité que répand surtout ce qu'il touche l'amour. Ces toiles ont une ampleur serrée, on sent qu'elles ont été peintes dans une bondissante immobilité, et d'une âme que l'excès de son transport rendait timide. Dans un paysage de Cézanne, on remarque d'abord la verticalité. Le tableau pèse vers le bas, chaque chose est descendue à sa place. Elle y a été déposée avec soin. Elle occupe son alvéole. Elle embrasse de toute sa force sa situation. Cézanne avait l'amour de la localité, pardonnez-moi, localité. Il comprenait avec quelle ferveur les objets adhèrent à l'endroit qui leur est donné, et il éprouvait à transcrire sur la toile la place respective de chacun, une volupté dont on lit encore la trace dans cet appuyement imperceptiblement prématuré de la touche qui, avant de saisir le point de son assiette définitive, se donne la joie de tâtonner un peu. Établissement souverain et application de la chose à son lieu, comme sur la table pèsent les bras du paysan qui joue aux cartes. On comprend que la composition ne soit jamais arbitraire. En effet, elle n'est pas inventée, mais elle est obtenue par la fidèle distribution des parties. Les touches ont été placées respectueusement l'une à côté de l'autre, et voici qu'à la dernière tressaille le visage du tableau.
suscité à force de minutieuse déférence pour chaque détail. La vie se retrouve. L'organisation est présente sans avoir été cherchée. Les traits se rejoignent et animent de leurs affinités l'exactitude isolée des éléments. Non moins que leur situation de ces toiles m'émeut la durée. La même pesanteur maintient les choses dans le temps qui les maintenait dans l'espace. Elles subsistent, elles sont attachées à leur propre permanence. La couleur, en effet, n'est pas celle que la lumière parsème répand comme une eau sur les choses. Elle est immobile. Elle vient du fond de l'objet, de son essence. Elle n'est pas son enveloppe, mais l'expression de sa constitution intime. C'est pourquoi elle a la dense sécheresse de la flamme et garde dans l'apparence cette infériorité de ce qui se nourrit de soi-même. Le terne flamboiement des tons, il semble que Cézanne l'ait obtenu en enlevant aux surfaces cette fluidité brillant où jouent les variations et les glissements de l'atmosphère. Il a gratté pour découvrir sous les instants la durée. Sans doute, il sait saisir les accidents les plus subtils, la limpidité sèche de l'air sur les rochers, la circulation inquiète des nuages, mais toujours il les subordonne à l'essentiel. Il y a quelque chose sur quoi passe le passager et que traverse l'éphémère. Aussi surprend-on tous ces paysages en train de durer. Ils sont tous, tout penchés au long de leur journée. Ils n'attendent rien. Ils se sont si bien pénétrés de l'uniforme mouvement du temps qu'ils se laissent porter par lui. Ils sont confiés à la dérive des heures. Et dans la nuit, ils maintiendront leur obscure présence. Les figures, comme les paysages, donnent cette impression de persister. Dans les admirables nus de femmes, la lourdeur de l'après-midi suspend les gestes en grappes aux branchages. Dans les portraits, ce n'est pas quelque surprise d'attitude qu'inspirit Cézanne, mais l'ardente grandeur du repos. La couleur des vêtements brûle la force d'être splendide, mais toujours au moment d'éblouir, de scintiller en ruisselant, elle s'arrête. Elle s'arrête et débouche dans la matité. Le ton a été établi par superposition successive, avec lenteur et calcul. Il ne lui reste plus à revêtir que son brillant, mais s'il consentait à cette suprême richesse, peut-être l'étoffe s'animerait-elle d'un mouvement, peut-être les plis tendrait-il à se draper, tout le personnage se camperait, oui, tout le personnage se camperait-il en une pause? Il ne faut pas, il ne faut pas. Dans tous les portraits de Madame Cézanne, je lis l'ineffable confiance de la lassitude. Il n'est peut-être pas de plus grand peintre que Cézanne. J'ai la faiblesse de regretter parfois qu'il n'ait été que peintre, que dans son œuvre l'homme n'intervienne jamais que comme serviteur des choses, qu'il ne fasse sentir sa présence que par sa dévotion et son souci de s'effacer. Mais ne faut-il pas que son abdication vienne réparer l'impertinence de tous ceux qui s'établissent en intrus et s'exposent au milieu de leur tableau? Jacques Rivière, Cézanne, oui, je voulais vous, j'ai perdu la page, mais je voulais vous donner 1910, oui, un article rédigé en 1910. Je vous lirai encore un petit fragment, oui, un petit fragment avant de clôturer ce numéro. Je vous avais rapporté cette citation. Il vient de nous parler d'un artiste qu'il considère en somme comme se tenant extérieur, oui, ne voulant en aucun cas intervenir, se montrer, s'exhiber dans son œuvre, ainsi qu'il le voit, qu'il le décrit, notamment Cézanne.
Jacques Rivière disait aussi que, nous l'avons déjà rapporté, si tu écris, tu ne dois pas plus t'interroger sur la raison pour laquelle tu écris que t'interroger sur la raison pour laquelle, tu respires. Je ne dis pas que j'en suis arrivé aujourd'hui, oui, je ne vais pas vous sortir celle de la citation qui a changé ma vie, je ne vais pas prétendre en faire une maxime, mais c'est tout de même pas mal si je retourne en arrière, hein. Si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà raconté la seule époque dans le cours de mon existence où j'ai réellement eu le sentiment d'avoir été auteur et écrivain. Bon, je jouais à l'être, je jouais à faire une activité d'adulte, mais la seule époque où j'ai eu ce sentiment, c'est quand j'étais gosse et où j'étais, toute proportion gardée pour mon âge, j'étais assez prolifique et puis je me suis retrouvé, je devais déjà avoir après mes études terminées, je me suis retrouvé et figurez-vous, j'avais comme tout un atelier, tout un local à ma disposition. Diverses circonstances familiales avaient fait que je m'étais retrouvé mon bureau, j'avais carrément comme tout un atelier à ma disposition pour jouer à l'écrivain et précisément, je me revois, j'avais quoi? J'avais 21, 22 ans et je me suis dit: «Ah non, là tout de même, on va quand même pas, se mettre à jouer à l'écrivain» et de fait, sauf peut-être à l'époque où je taffais dans l'enseignement, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal de travailler, de me mettre à mon bureau pour travailler, d'écrire à mon bureau. Déjà, ça équivaut pour moi à prendre la pause, à faire l'intello. Je supporte pas ça, je veux bien écrire, j'écris un peu partout ailleurs de la même manière que j'ai toujours été amené à m'exercer. Oui, j'ai toujours été amené à produire de l'écrit dans le cours de ma vie, mais moi, je vous parle de jouer, pour ce qui est, d'avoir joué et de ne plus avoir voulu, à partir d'une époque vraisemblablement, de ne plus avoir souhaité continuer à jouer à ça, à jouer à l'écrivain. J'ai toujours beaucoup de mal, hein, d'écrire à mon bureau, je veux bien le faire un peu n'importe où ou par terre comme ça, même si avec le temps, avec l'âge, ça commence à devenir un peu dur. Mais, notez, il y eut bien une époque, on était déjà dans la trentaine où, j'ai eu le sentiment d'avoir tant bien que mal réussi à maturer quelque chose qui devait ressembler à un style que je trouvais pas trop mal, mais je ne me suis, jamais remis hélas de la destruction dans mes bagages, lors de mon dernier séjour en Italie. De la clé USB se trouvaient les textes que je considérais comme les «meilleurs» entre guillemets que j'avais produits et après avoir oui, après ça, après avoir été mis à la retraite anticipée, on me disait: «Ah, tu vas vraiment pouvoir écrire maintenant». Ben, j'ai toujours été amené à pondre du texte, c'est clair, mais de nouveau pour jouer à l'écrivain. Notez qu'il y eut tout un temps et là, on était dans la quarantaine, bien entamée, hein. Oui, dans la quarantaine et une espèce de sentiment de culpabilité les premiers temps, les premières années où je m'arrangeais toujours pour consacrer, pendant que les autres, bossaient de leur côté pour moi m'arranger, pour me consacrer à des projets écrits, en moyenne 6 à 7 heures par jour, au jour où je me suis dit: «Non, franchement, c'est débile». Hein, les autres, ils en ont rien à battre de ce que tu fais. Les autres qui sont toujours au taf, ils en ont rien à battre de si tu fais ça 6, 7, 8, 9 ou 10 heures par jour. J'ai fini par trouver ça complètement abscons, d'autant que j'ai eu pareillement le sentiment d'avoir accouché sur le plan conceptuel de choses qui auraient encore pu être jugées. Bah oui, on était dans ma bonne quarantaine et là, j'ai réalisé que j'accouchais de choses, de concepts qui auraient pu, conceptuellement parlant, qui auraient pu encore être jugés recevables de mon temps, qu'on prenait quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ou voire à l'époque où je suis né, qui à cette époque-là, oui, dans les années 70.
dans la fleur du début des années au début des années 70 aurait encore été jugé recevable, mais plus là où on était, d'autant que je m'étais, découvert sur le tard une prédilection pour un registre assez léger et fantasmagorique et cette sensation autour de moi d'un monde qui s'assombrissait, vous me direz peut-être là aussi, j'ai eu tort, j'aurais pas dû me dire ça, mais je me suis dit: «C'est bon, voilà, j'ai pas persévéré non plus» et notez, il n'a pas oui, cette phrase de Jacques Rivière, pas plus que de se trouver de raison, pas plus que de respirer. Ça pourrait peut-être m'être utile, mais j'y reviens, il n'a pas écrit que ça. Notez quand il écrit: «Être écrivain, c'est quoi être écrivain?» C'est se préférer à tout le reste, c'est se préférer à tout le monde. Je comprends pourquoi j'ai été recopier ça au crayon en citation de mon édition de sa correspondance avec Proust. Là, oui, je veux bien, mais j'ai du mal, tout de même, hein, se préférer Baudelaire avait déjà, oui, Baudelaire avait déjà dit ça avant, je crois, hein, dans comment ça s'appelait encore? Son âme mise à nu, bon, peu importe, mais se préférer à tout le reste, se oui, bon, c'est clair, il y a pas mal à dire, je sais, mais c'est déjà très dur pour moi et lorsque à l'époque de son entrée dans la vie et de son entrée dans la carrière à lui, à Jacques, il définissait un peu son idéal en littérature, comme s'émanciper à la fois alors là, tenez-vous bien, hein, s'émanciper au mieux à la fois de la tutelle trop forte et de l'État et de l'ombre trop puissante des mécènes de l'État, de l'ombre des mécènes, de l'académie, de l'académisme et des lois du marché, c'était tout de même, vous en conviendrez, assez ambitieux comme projet et je laisse à d'autres, là, de disserter sur ce que la maison Gallimard, dont il aura été un des plus grands artisans, pour sûr, ce que la maison Gallimard après lui, comment elle aura pu, dans l'absolu, s'accommoder de cette philosophie. Bon, mais pour revenir à non, ne te pose pas davantage de questions que pour respirer, ne te cherche pas plus de raisons d'écrire que pour respirer. Là, à défaut de retourner jamais à mon bureau, peut-être bien, hein, je ne cherche pas l'émotion facile, ne croyez pas, mais peut-être bien que ça pourrait contribuer, m'aider, m'encourager, non pas pour retourner du côté de mon bureau, mais pour essayer de retrouver dans quelque part dans ma tête, oui, de me refaire dans ma tête, de retrouver dans ma tête, d'y retourner à cette planche de bois, oui, c'est cette planche de bois qu'avait découpée pour moi feu mon cher père et je pense que lui, quand il l'avait découpée, cette planche, pour moi écrire dehors, dans le jardin l'été, pour moi écrire mes histoires dessus, je pense bien qu'il avait une bonne raison, hein, quand il l'avait découpée pour moi, sa planche, hein, mon paternel. Voilà, bon, je vais pas plus loin, je pense que vous avez saisi où je, voulais en venir. On verra et peut-être même, si ça se trouve, que je reviendrai vous en parler sur Rameau, le fragment de clôture de ce numéro. Vous comme ça, on a parlé littérature, on a parlé d'un peintre en compagnie de Jacques Rivière et toujours avec lui, eh bien, un peu de musique là, un petit fragment. Je relisais hier soir ce qu'il avait écrit au moment de la première représentation. Oui, on n'avait plus joué cette œuvre en France depuis très longtemps et la Scola, il va y faire allusion d'ailleurs, la Scola Cantorum, sous la direction de Vincent d'Indy, avait
fait redécouvrir Dardanus, du nom du fondateur de la ville de Troyes, cette tragédie lyrique ou cet opéra, si vous préférez, de Jean-Philippe Rameau. On venait de redécouvrir Dardanus, désormais disponible aussi. Ça a été, c'est marrant, on est parti, on était à Bordeaux au début et on termine sur Bordeaux aussi, il y a 10 ans tout juste, en 2015, avec la splendide Karine Gauvin dans le rôle de Vénus, il y a 10 ans à Bordeaux. On a représenté entièrement, pour la première fois depuis l'époque de d'Indy et de Jacques Rivière, on a représenté dans son intégralité Dardanus pour la première fois en 2015, un siècle après. Alors, le temps de, oui, incorrigible, de retrouver, je l'ai, c'est bon, voilà, pas même le temps. On y est. Allez écouter, donc on trouve ça sur YouTube en format audiovisuel, MP4, et rien ne vous empêche de faire l'acquisition à l'ancienne en CD audio matériel, le coffret, oui, l'édition complète bordelaise de 2015 de Dardanus. Alors, au sujet de Rameau et de Dardanus, Jacques Rivière écrivait ça, entre autres. Je ne vous lis pas, ici, je ne vous lis pas l'intégralité de l'article de 1909, oui. Je vous lis juste un petit fragment. J'espère que dans l'ensemble, ce numéro vous aura plu et je vous retrouve dans un peu moins d'une petite semaine. Le véritable prodige, oui, Jacques Rivière écrivait chez Rameau dans Dardanus, le véritable prodige, c'est l'orchestre. C'est l'orchestre qui, ne procédant que par rigodons, menuets et chaconnes, tient l'auditeur dans un trouble perpétuel d'attente et de délices. Partout traînent les désirs, coulent les plaintes, glissent au long du cœur les plus voluptueux désespoirs. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas seulement des tendres amours et des doux soupirs dont le texte est prodigue. Nous ne respirons pas là simplement la fadeur galante du XVIIIe siècle, mais les sentiments que porte cette musique ont l'élan pur et direct des larmes qu'on ne peut empêcher. Je vois la muse debout et d'une main il contient son grand cœur anxieux qui bouge sous sa robe. Son attitude est pleine de décence, mais je n'en sais pas moins qu'elle souffre des mêmes amours que moi. Si vous en doutez, il ne faut qu'écouter l'admirable chaconne finale de Dardanus, l'admirable chaconne finale et surtout l'ascension sombre, haletante, épuisée, bien que toujours passionnément réservée, qui remplit le prélude du troisième acte, et que les tablettes de la Schola Cantorum ont pu, sans trop d'arbitraire, rapprocher de la solitude de Tristan. Merci à vous et à bientôt.